3 invités avec nous chaque soir autour de cette table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre Bismuth est avec nous, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Gustave Orenstein nous accompagne, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Et Florian Yelpo est également dans notre compagnie, responsable macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire. Florian, vraie question, est-ce que le marché est risk-on ou risk-off? Parce que c'est vrai que ce début d'année a été marqué quand même par l'idée que, certes, la performance des actifs américains était un peu en demi-teinte, voire plutôt en baisse, mais que derrière ça, on avait un mouvement de balancier qui redonnait du vent dans les voiles à d'autres actifs, les actions européennes, les actions chinoises, et donc le consensus était plutôt dans l'idée que c'était un bon moment de prise de risque, de diversification. On sortait de la forte concentration du marché américain pour déployer des investissements au-delà des seuls 7 magnifiques. On est toujours dans cette situation au moment où on se parle, ou est-ce qu'on est dans une ambiance un peu plus risk-off désormais ? On est au milieu du guet entre les deux. C'est-à-dire que on est face aujourd'hui à une rotation qui a commencé en début d'année, qu'on trouve plutôt bienvenue, qui est assez naturelle parce que on rentre dans une phase de reprise un petit peu des canards boiteux, de ceux qui étaient un petit peu à la traîne dans ce cycle, c'est-à-dire l'Europe, la Chine, l'Asie plus globalement. Et ça a plutôt été porteur. On a eu la meilleure saison européenne de résultats depuis 8 trimestres. Selon les chiffres qu'on peut regarder. Tout ça a été assez porteur de cette rotation et d'une rotation plutôt bullish. Okay, nous, on a une métrique qui nous sert à mesurer l'appétit au risque des marchés. Cette métrique, elle regarde la liquidité, elle regarde les spreads de crédit, elle regarde les volatilités implicites sur les marchés actions et elle regarde la volatilité sur les marchés d'échange. On a eu une période de 3-4 mois au cours de laquelle on a eu un peu une espèce de barbel, c'est-à-dire une opposition entre d'un côté la vol d'échange, qui était assez bearish. L'élection de Donald Trump a fait que renforcer le fait que se couvrir sur le marché d'échange était en fait de plus en plus coûteux. Et le reste, le crédit, les volatilités implicites, plutôt faibles, plutôt contractées, donc plutôt des signaux bullish. Donc on s'est un petit peu creusé les méninges, savoir est-ce que c'était possible que la vol Forex ait raison sur la vol action et qu'elle puisse transmettre un choc en l'espace de plusieurs mois. Alors c'est un petit peu ce qui semble se produire. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour commencer à se dire qu'on rentre dans une phase bearish. Ce qu'on est en train de réviser, c'est simplement une anticipation de earnings qui était très élevée, notamment aux États-Unis, au moment où on est rentré dans l'année, et très faible en Europe, où on a continué à penser que puisque l'Allemagne a semblé faible, l'Europe elle-même était faible. Voilà. Pour nous, on est toujours dans ce mouvement de balancier que vous évoquiez. D'accord. Simplement, on est attentif au fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de volatilité qu'avant, que les taux restent élevés et pèsent sur la conjoncture, et qu'on a 2 risques qui sont en train de se matérialiser. Le premier, cette guerre tarifaire. Le deuxième, la consolidation fiscale, qui pour le moment est passive du côté européen, même si avec le réarmement, on est en train d'étendre quelque chose. On va pouvoir peut-être nuancer un peu cette consolidation fiscale. Exactement, mais de l'autre côté de l'Atlantique, elle est active. Elle pourrait bien être active, et ça, c'est quelque chose qui pourrait également peser sur les perspectives économiques des États-Unis, et seulement des États-Unis. D'accord. Trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Et donc, ce qui se passe là, aujourd'hui, en lien assez direct avec les annonces tarifaires de Donald Trump, c'est quoi? C'est le signe que le marché était devenu peut-être un peu complaisant sur cette thématique des tarifs, avait fini par ne plus y croire, en tout cas à 100%? Oui, et puis quelque part, on a l'Europe à 11%, le SPI en Suisse à 11%, on a les actions émergentes à 6%. Il y a des raisons, en tout cas, à la fin de ce mois de février, de prendre quelques profits, surtout vis-à-vis d'une situation dans laquelle l'incertitude a clairement progressé d'un cran. Encore une fois, incertitude vis-à-vis de quel peut être l'impact de cette consolidation fiscale, quel peut être l'impact de cette guerre commerciale qui ne fait que s'engager. Après, je ferai une différence entre ce que les marchés obligataires pensent, je pense que Pierre en parlera plus tard, et ce que les actions peuvent penser. C'est-à-dire que le marché obligataire, il a de suite pricé une petite prime en termes d'inflation, on l'a vu dans les break-even d'inflation, dès que les annonces de tarifs ont été confirmés. Par contre, côté action, dans l'ensemble, c'était un petit peu, on va attendre de voir parce qu'on pense qu'il va y avoir du deal-making sous-jacent. Peut-être aussi qu'on a un mouvement de réalignement du monde des actions sur le monde des obligations, tout simplement. Bon, Pierre, comment vous analysez là, cette phase de marché, effectivement, avec cette vraie question, est-ce qu'on est encore en risk-on ou est-ce qu'on bascule vers quelque chose de beaucoup plus défensif et d'un point de vue global, j'entends.
Alors nous, on voit ça un peu de la manière inverse chez Myriad Asset Management. On voit que les marchés, en fait, votent contre le n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on a quand même eu une phase février qui a commencé avec la conférence de Munich et un fameux discours de J.D. Vance complètement lunaire en nous expliquant quels étaient les plus grands risques pour l'Europe. Et ça a continué avec du n'importe quoi. Et on se projette en mars avec, encore une fois, du n'importe quoi politique. Et quand je dis n'importe quoi politique, Oui. c'est-à-dire qu'on ne voit aucune stratégie. C'est que autant Trump 1.0, donc 2017-2021, on avait une stratégie, une vraie stratégie de mettre une croissance sous stéroïdes avec des baisses d'impôts, avec énormément de liquidités et vraiment un enrichissement. Là, entre le programme de Trump, candidat, et la mise en œuvre est complètement délirante. Et je pense que les marchés, notamment américains, se sont réveillés. Mais je pense que c'est même pas les tarifs. Je pense que la séquence complètement délétère, c'était vraiment vendredi dernier avec Zelensky, où en fait, on a une sorte de réunion impensable entre les États-Unis et la Russie. Et cette réunion est, à mon avis, complètement contre nature. Et je pense que les marchés américains ne peuvent pas adhérer à un truc. Donc là, le marché américain dit à Donald Trump, Monsieur le Président, vous êtes en train de faire fausse route. Moi, je pense que le marché est très, très énervé sur tout un tas d'annonces sans aucune stratégie, avec un retour en arrière, puis on gagne un mois, puis on remet, etc. Et puis on dit, on va mettre 25% de droits de douane sur l'Europe. Ultérieurement, on ne sait pas très bien quoi, sur quel bien. Il n'y a aucune stratégie. L'effet de surprise et l'incertitude, c'est, j'allais dire, ça fait partie de la stratégie de Trump. Oui, sauf qu'en fait, on ne voit pas quel est l'objectif à la fin de la journée. L'objectif, personne n'est capable de le lire. Faire des deals sur le fentanyl et sur les frontières. Oui, mais c'est 1% qui transite fentanyl entre le Canada et les États-Unis. Donc tout ça est... Comment il s'appelle c'est Howard Lutnick, je crois, ou Scott Bessent, l'un des deux. Howard Lutnick étant le secrétaire au commerce et Scott Bessent, secrétaire du Trésor. Et là, c'est pas une guerre commerciale à laquelle vous assistez, c'est une guerre contre la drogue. Non mais je dis ça parce que c'est important de comprendre aussi le récit pour le public américain et le citoyen américain. Il faut aussi accepter qu'il y ait des dimensions politiques domestiques qui puissent être légitimes pour un pouvoir élu. On est parfaitement d'accord que les discours à l'extérieur s'adressent uniquement au peuple américain. Ça, complètement, c'est pour ça que J.D. Vance pouvait dire n'importe quoi. Oui. C'était pas à nous que ça s'adressait. Et c'était, mais quand même, en fait, on peut avoir une certaine logique et une certaine stratégie. Oui. Et quand on voit qu'on a Elon Musk qui a l'efficacité, qui en fait s'occupe de commerce extérieur ou enfin, tout le monde, personne ne joue son rôle. C'est assez iconoclaste, oui, on peut reconnaître. Ne joue son rôle. Oui. Et donc, les marchés, je pense, sont un très bon contre-pouvoir. Ouais. Et c'est, je pense, très salutaire que le marché se retourne comme ça, et alors que on avait vraiment une rampe de lancement, tout se retourne. On a les taux qui baissent, qui est absolument contre-intuitif. On a le Bitcoin qui s'effondre et qui est en passe de perdre absolument tous les gains qui avaient été générés par l'élection de Donald Trump. On a les actions de... Le S&P a déjà renversé tous les gains depuis l'élection de Trump. Là. Elon Musk, Tesla qui était monté... est à moins 30. Voilà. Et en fait... Pour quel résultat ? Un résultat complètement nul d'un point de vue géopolitique. Un résultat. Alors, ça permet. C'est vrai que c'est des réveils pour l'Europe, mais en fait, là, on ne parle pas du tout de finance. Là, le problème, c'est que c'est des réveils politiques qui ont des implications à court terme sur les marchés. Mais là où, en fait, c'est vraiment compliqué, c'est que ce n'importe quoi fait perdre une boussole au marché, où on était sur une croissance visible avec finalement des devises qui étaient relativement stables. On pensait avoir des deals, et là on n'a pas de deal, on a n'importe quoi. Donc on a l'incertitude Trump sans le bénéfice de la politique de Trump. La séquence Zelensky, le but c'était de pouvoir exploiter des minerais. Et on a un président qui est en guerre, qui quitte les États-Unis, qui ne signe pas. Alors ça veut dire quoi ? C'est quoi l'alternative pour Trump ? Il va signer avec Poutine ?
Non mais c'est quoi le truc? Il y a encore une chance que le deal se fasse quand même. Non, mais justement, on connaît l'animal. Mais justement, cette stratégie de bord du gouffre. Ça perturbe les marchés. Complètement. Le marché est plus insensible à ça. Ouais, c'est contre nature. Donc en fait, on se dit tous, quel est l'intérêt de suivre du délire? On attend que ça passe. Et franchement, replions les Gaules. Ce qui est assez, je ne sais pas si c'est pervers, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les KPI fixés par Trump sur les marchés, il parle beaucoup plus des taux longs que du Dow Jones, par exemple. Et donc, il a affiché la baisse des taux longs comme étant un de ses objectifs. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, les taux longs baissent. Et les taux longs baissent. Mais pour quelle raison? Ça, c'est un autre sujet. Mais pour lui, politiquement, il est encore à un stade où il peut afficher que les taux longs baissent et que depuis qu'il est là, les taux longs baissent. Quoi. Alors, sa chance, le break-even d'inflation ne s'envole pas. Mais la défiance va arriver. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si on continue sur les tendances des tarifs, les break-even vont arriver. Donc, sur la question risk-on ou risk-off? Eh bien, nous, on est plutôt risk-on Europe. D'accord, risk-on Europe. Gustavo, est-ce que le marché est risk-on ou risk-off? Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est risk-off, il n'y a pas de problème. Bon, après, est-ce que c'est durable? On verra. Simplement, sur la partie macro-marché, bon, il y a les droits de douane, on en a parlé, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ce qui avait quand même, le point de départ, c'était le 4e trimestre de l'année dernière, avec l'Amérique qui prend tout, et Donald Trump arrive là-dessus, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau de cet optimisme énorme, et des attentes aussi très fortes sur l'économie américaine, au-delà des marchés, hein, sur l'économie elle-même, avec des chiffres de croissance très forte, la productivité, etc. etc. Et évidemment, tout était prêt pour décevoir, et c'est un peu ce qui se passe. Quelque part, il y a une déception sur la croissance américaine. Non pas je crois, à ce stade, qu'il y ait une récession qui guette, mais simplement l'optimisme était tellement élevé qu'il a suffi qu'effectivement la consommation des ménages ne soit pas aussi extraordinaire que ça. Pour des raisons techniques, les importations ont explosé en début d'année, juste avant les droits de douane. Pour des raisons techniques, non. Parce que la menace tarifaire, et que je pense que le citoyen américain, depuis Trump 1.0, il a bien compris aussi ce que ça pouvait impliquer pour lui. Donc il n'est pas bête, il réagit. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que si vous importez énorément maintenant, ça sera plus tard. Enfin, ce ne sont pas des effets... Dans le calcul du PIB, oui, effectivement. Ça peut jouer sur le PIB du premier trimestre. Ça ne jouera pas sur celui du 2e trimestre. Donc ce sont des effets un peu techniques. Mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment les espoirs étaient tellement élevés que forcément c'est plutôt un peu la douche froide en début d'année. Et ce qui explique une partie aussi des inquiétudes et notamment de la baisse des taux longs. Et en Europe, c'était pile l'inverse, évidemment. Aucune attente, l'endroit où il ne fallait pas être, l'extrême fragilité, tout ce qu'on veut. Et puis bon, finalement, voilà, c'est assez classique dans le fond. Et il n'y a jusque-là pas on va dire, le marché a simplement grimpé les murs d'inquiétude sur l'Europe. L'a même grimpé très très vite. Et très honnêtement, et je comprends la prise de bénéfices en ce moment, d'ailleurs on y participe aussi un peu, il est clair qu'on est tous plutôt surpris, agréablement surpris de la performance de l'Europe. À plus 12 en 2 mois. Pour les courageux qui disaient « nous on croit à l'Europe tout d'un coup on se sent plus malin. Et donc effectivement quelques prises de bénéfices, on peut le comprendre. Voilà. Après, je pense que fondamentalement, sur l'économie américaine, elle reste relativement solide malgré tout. Cette question des droits de douane, on pourra en parler des heures et des heures, c'est extrêmement complexe, étant donné que, comme d'ailleurs dans la première présidence Trump, est-ce que c'est la réciprocité? Est-ce qu'on fait effectivement, on utilise les droits de douane pour au contraire augmenter le business, faire plus de business? Est-ce que c'est pour forcer Par exemple, si l'idée c'est de forcer les Chinois à baisser le dumping, c'est plus de business, donc c'est positif en fait. Ou au contraire, c'est une histoire de restriction. Il veut restreindre les importations, clairement, et dans ce cas-là, c'est moins de business. Et ça, c'est pas clair. Et les droits de douane, dans l'histoire des droits de douane, ça a toujours servi à plusieurs choses, donc au moins 3 choses. Hein. Donc les recettes, bon, fut un temps, c'était 80% des recettes américaines. Bon, maintenant, c'est vraiment tout petit. Bon. Au tournant des années 20, c'est ça voilà, quand les tarifs étaient les plus élevés. Non, même avant. Même avant, d'accord. Non. Déjà, dans les années 20, c'était déjà... Bon, après, il y a eu effectivement le passage, les années 20, passage difficile de la Grande Dépression. Mais donc, les recettes, et il en parle. Puisque contrairement à Trump 1.0, là, il en fait une source de revenus pour l'État fédéral américain. Il a même dit, on va supprimer l'IRS et le remplacer par le ERS. Oui, c'est ça. L'External Revenue Services. Bon, donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a la restriction, et parfois il évoque cette idée de restriction, hein, c'est-à-dire le monde entier a profité des États-Unis, mais c'est fini, donc on va restreindre. Ou c'est la réciprocité, c'est l'histoire du fentanyl. Là, c'est plutôt de la réciprocité. Je les mets,
mais je ne l'aimais pas si vous faites cela. Ouais. Le problème, c'est que ces trois choses sont un peu incompatibles, c'est pas pareil, c'est pas la même politique, et on ne sait pas très bien, effectivement, où il en est aujourd'hui, et c'est pas extrêmement clair. Et puis on peut avoir un mix de ces logiques en fonction, j'imagine, du pays ciblé. Oui. Alors on peut cibler, effectivement. Par exemple, j'ai entendu une idée qui était apparue, c'est peut-être que Donald Trump va demander au Mexique et au Canada en fait, de participer avec les États-Unis à augmenter les droits de douane sur la Chine, de faire des blocs contre la Chine, et pourquoi pas demain l'Union européenne. Ça, c'est une idée possible. Est-ce que ça marchera? Je n'en sais rien. Mais bon, ça peut être ce type d'idée. Mais comme on ne sait pas aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de commenter ce qui se passe dans la tête de Trump, ou même ce qui se passe dans ses équipes. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, c'est assez difficile. Mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est pas que ça. Il y a une histoire. Aussi un retour de ce qui s'est passé ces derniers mois. Exactement. Il y a ce mouvement un peu inverse, prise de bénéfices en ce moment. On verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Bon, moi j'aime bien suivre maintenant la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Non, mais si, elle a eu une longue conversation déjà avec Trump il y a quelques semaines sur le premier report de tarifs. Là, elle va attendre jusqu'à dimanche avant d'annoncer des mesures de rétorsion. Et dans l'intervalle, tout est possible. C'est toujours pareil avec Donald Trump. Bon, cette histoire de tarifs, 25%, là on a quand même quelques chiffres, on fait tourner quelques modèles. Je veux dire, alors, il y a la question de savoir combien de temps ces tarifs seront en place. Ça, c'est une vraie question et c'est un paramètre important. Mais là, à date, 25% sur le Canada et le Mexique, qu'est-ce que ça donne dans la macro de ces pays-là et dans la macro américaine je ne sais pas, à horizon de quelques semaines, quelques mois, Florian. Il y a deux questions. Il y a la question de l'inflation et il y a la question de la croissance, en fait. La première question, celle de l'inflation, c'était un peu, je pense, ce vers quoi on s'est naturellement tourné en disant, ces tarifs-là vont créer de l'inflation importée. On va la retrouver finalement dans les indices des prix globaux. Toujours et partout, les tarifs sont inflationnistes. Alors, l'histoire ne supporte pas très bien cette idée-là. On peut s'intéresser justement à l'histoire longue et revenir en 1900 et aller chercher année après année la progression des tarifs, notamment dans la période qui s'étend, la période Hoover, qui avait eu l'idée justement de monter les tarifs pour protéger l'économie américaine en pleine Grande Dépression. Disons que ça n'a pas très bien marché et que ça a été plutôt la source d'une déflation. Alors, ça amène de la déflation à partir du moment où les tarifs sont suffisamment élevés pour dégrader le commerce mondial et que les pays les plus exposés au commerce mondial souffrent de ce ralentissement. Et cette déflation est proportionnelle à la réciprocité des tarifs. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis le font initialement, ça a un effet limité, mais lorsque la France et la Grande-Bretagne se mettent à faire la même chose en même temps... et dans les mêmes proportions. Et dans exactement les mêmes proportions, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire plus de 20% de tarifs effectifs, ce qu'on n'a pas du tout vu pendant la première présidence Trump. Alors, l'effet inflationniste, on peut vraiment le mettre de côté. On est juste en train de tuer des earnings, de tuer de la croissance, et ça s'arrête là. On n'en est pas là, et il y a pour l'instant peu de chances qu'on arrive là. Maintenant, côté croissance, si on a appris quelque chose de 2018, c'est qu'il y a une différence entre les tarifs implémentés et les tarifs annoncés, et que ces tarifs-là sont plutôt justement des sources de ralentissement. C'est ce qu'on a découvert. Mais dans la deuxième partie de 2018, c'est-à-dire que les tarifs initiaux, donc les droits de douane initiaux, le surcroît de droits de douane, il est annoncé et implémenté dans la première partie de 2018, et on en voit les effets macroéconomiques dans les séries, ce qu'on appelle de hard data, les séries réelles, le PIB notamment, dans la deuxième partie de l'année, et c'est ça qui commence à effrayer les marchés. Là, on a une réaction un petit peu échaudée, probablement liée à l'expérience, mais je suis assez acheteur de l'idée que dans l'ensemble, la croissance américaine du premier et deuxième trimestre, elle restera convenable. Elle peut décevoir, mais on sera loin du GDP Now de la Fed d'Atlanta qui voit à moins 2,8%. Voilà. On devrait être loin de ces éléments-là. Et juste pour conclure, quand on regarde la progression des droits de douane collectés par les États-Unis, en pourcentage des imports évidemment, avant 2018 et après 2018, on voit quasiment rien. C'est-à-dire que, oui, on a une hausse de droits de douane annoncée de 10%, mais en fait, quand on regarde, effectivement, sur certains produits, il y a même des hausses de plus de 1000% sur certains produits en particulier. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que les agents économiques eux-mêmes font des calculs, c'est-à-dire que quand les prix progressent d'un côté, on va détourner. La Chine s'est mise à exporter au Mexique et au Canada, ce qui a permis de dériver un petit peu le trafic. Et dans l'ensemble, les effets ont été majeurs uniquement sur la nourriture. Donc le prix de la nourriture s'est mis à progresser aux États-Unis. Et par contre, ça a été compensé par une baisse des droits de douane collectés sur l'énergie. Et cet effet de balancier a permis d'avoir un effet relativement neutre. Et du coup, c'est ce qui explique
lui-même le dit, en 2010, je n'ai pas généré d'inflation, ce coup-ci, il n'y en aura pas non plus. Alors, je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Ouais. C'est comment est-ce que ces droits de douane annoncés deviennent des droits de douane effectifs, et si on a réellement 10% de progression des droits de douane, ce qu'ils appellent les blanket tariffs, c'est-à-dire le fait de mettre des droits de douane globalement sans discrimination, alors on va avoir un effet temporaire d'inflation, mais surtout, on risque de ralentir globalement Destruction de l'activité économique. derrière, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et si c'est réciproque, encore une fois, l'effet ne peut être que décuplé. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est l'un des deux risques majeurs J'entends, sur le plan macro, pas marché, mais sur le plan macro pour 2025. Et notamment pour la deuxième partie de 2025. Pour l'instant, l'Europe, on continue d'aimer ça. Ce qui est frappant dans la séquence, effectivement, c'est que dans l'optimisme qu'on avait en fin d'année sur l'économie américaine et l'arrivée de Trump, je crois que tout le monde voyait dans le programme que le côté tarifaire pouvait être un moment perdant-perdant, etc. Mais à côté de ça, on voyait le côté tout de suite pro-business. Déréglementation, baisse des impôts, maintien des tax cuts Trump, des baisses d'impôts Trump, et potentiellement une nouvelle vague de baisse d'impôts derrière. Pour l'instant, on n'a pas le côté vraiment pro-business. C'est-à-dire que dans le séquençage, dans le phasage des mesures de Trump, il va là où ça fait mal tout de suite, quoi. Est-ce que c'est... Pierre, je vous redonne la parole, vous disiez c'est le grand n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quand même l'idée que, profitant d'une économie qui fonctionne bien, il vaut mieux faire passer ces genres de mesures-là, dont on sait qu'elles infligent un peu de douleur dès le départ, en gardant les sweeteners et les pilules adoucissantes ou les bonbons pour la suite, quoi. Moi, franchement, je suis arc-bouté sur les objectifs. Et les objectifs sont invisibles et incompréhensibles. D'accord. Et en fait, on se dit tous que tout va très vite avec Donald Trump. Moi-même, je ne suis pas du tout anti-Trumpiste 1.0 ou 2.0 au départ. Vous êtes un anti-Trump réfléchi. Non, mais c'est ça. Non, vous prenez, c'est la donne. C'est la donne. Moi, je suis pas américain. Oui, donc, c'est la donne. voilà, Non, non, mais je rigole. Bon, Pierre. voilà. Et donc, je suis ni pour ni contre. Je suis au milieu. Mais quand même, si on se dit que tout va très vite, en fait, il va vraiment d'échec en échec. Hein. En fait, il devait régler Gaza en 24 heures, maintenant c'est 100 jours, mais en fait, c'est vraiment c'est globalement assez n'importe quoi. Sur l'Ukraine, franchement, cette alliance, mais alors Russie, États-Unis, mais il y a vraiment de quoi s'étouffer en vrai. Ouais. Quand on pense aux États-Unis et la Russie avec des est-ce que ça lui coûte politiquement ? Ah, je pense que ça va finir par lui coûter. Ah oui. En tout cas, si les marchés se retournent vraiment. Ah, là, si les marchés se retournent. Mais les marchés, franchement, n'étaient pas du tout sur cette dynamique. Ouais. Et quand on voit, et moi je trouve qu'en 43 jours, il y a quand même beaucoup d'échecs et beaucoup de n'importe quoi, aucune stratégie. Et ces échecs, ce jeu avec les tarifs, il faut bien que ça ait un sens. Et autant la première... En plus c'est une redite, c'est une répétition, c'est comme un mauvais film qu'on se revoit. C'est la guerre contre la drogue, c'est ça le sens. Ouais, mais sauf que s'il n'y a pas de... Il faut des résultats. Et en fait, on sait tous que la guerre contre la drogue, pardon, du fentanyl qui transite par le Canada, on sait tous que ça va être un échec. Ouais. Donc... quel va être le résultat ? Ça va être un gros échec et je pense que c'est ça que les marchés anticipent. Les marchés anticipent simplement... Enfin, moi j'analyse la situation. Wall Street est pas du tout content et les taux baissent parce que la croissance est en abîmée. Parce que en fait, ce qui s'est passé avant, on s'en fiche un peu, c'est de l'histoire ancienne. On anticipe tous sur les marchés. L'anticipation, elle est très compliquée à faire. Encore une fois, l'objectif n'est vraiment pas clair, voire invisible. Et on empile des risques pour un objectif qui est incompréhensible. Donc moi, je pense vraiment que là où il y a de la visibilité, et franchement, je ne l'ai pas souvent dit sur le plateau, là où il y a quand même une grosse visibilité, c'est l'Europe. Bon, c'est quand même incroyable. Bah allons-y, détaillons un peu le risk-on européen, puisque c'est le cas d'investissement là qui vous intéresse. Là, on l'a dit, hein, attente extrêmement faible, mais extrêmement faible. Tellement faible que nous, on est passé sur Pondera Europe en décembre, parce que moi, je me suis dit, c'est vraiment comme fin 2022. Fin 2022, on était tous neurasthéniques, et ça s'est complètement envolé. Et là, on est vraiment dans un environnement où, en plus, cette politique fait que les liens européens se resserrent. Et en fait, ils se distendent. On avait dit, oui, l'Italie veut y aller tout. À l'arrivée, pour vous, c'est plus d'unité en Europe. Ah bah moi, je trouve que c'est quand même incroyable. C'est pas plus de fragmentation, c'est plus d'unité. Non mais oui, mais j'attends de voir quel embranchement on prend. Hein. C'est quand même assez rigolo parce qu'en Europe, on a toujours l'impression que ça va se distendre, mais il y a toujours quelqu'un qui fait se retendre les liens. Et en fait, mais en plus,
là, c'est quand même un truc à la Molière. C'est que personne n'a rien demandé. On n'a pas demandé à J.D. Vance d'essayer de fragmenter l'Europe. On n'a pas demandé à Trump d'être pro-russe. Et en fait, tout ça fait que les liens se resserrent politiquement. Ou sur Ursula von der Leyen, avec son plan à 800 milliards, qui arrive en une semaine. Je veux dire, personne n'attendait. Même si c'est des effets d'annonce, ça veut dire que quand elle peut l'annoncer. Même s'il ne se passe rien derrière, c'est pas grave. En effet d'affichage, on est quand même sur une stratégie complètement différente qui offre de la visibilité, alors que de l'autre côté, on a vraiment un truc je comprends. incompréhensible. Bon, sur le cas d'investissement européen, alors vous disiez il y a quand même peut-être quelques profits à prendre, Gustavo, mais au-delà de ça, là, comment vous analysez la séquence? Alors c'est vrai que on met tout de suite un peu d'emphase, même si on est habitué à une Europe qui peut décevoir, mais moment historique, moment existentiel, on a tout ça en tête. Et c'est vrai que, en tout cas à travers le secteur de la défense, les annonces, le sommet de Londres, etc., même si c'est du théâtre à ce stade et de l'affichage, le marché est prêt à faire crédit quand même sur l'idée que l'Europe est en train de prendre des décisions peut-être structurelles. Oui, dans la complexité, c'est la relation de ça avec l'économie, qui n'est pas que la défense quand même, et puis de là à la bourse. Les questions géopolitiques sont extrêmement complexes, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, l'impact que ça a sur l'économie et sur les marchés, c'est variable et pas toujours aussi évidente qu'il n'y paraît. Donc c'est très difficile de savoir exactement ce que ça peut faire. Est-ce que c'est très positif pour la bourse elle-même? Ce qui compte pour la bourse, c'est quand même à la fin effectivement le résultat des entreprises, leur activité. Ce sont des entreprises internationales en Europe pour la plupart. Donc, et celles qui dépendent de la défense, c'est un tout petit morceau. Ce qui explique d'ailleurs l'énorme pression qu'il y a. Il y a très peu d'acteurs cotés. D'où l'envolée des cours, quoi. D'où l'envolée, un aspect peut-être vraiment de pression très forte sur ces très peu de valeurs. Bon, on verra ce que ça va donner dans la réalité. Tout ça, ce sont des programmes très très longs. De toute façon, on voit bien. Si on reprend la question purement géopolitique, le réarmement de l'Europe, c'est un programme sur la décennie qui vient. Là, l'urgence, c'est juste de soutenir l'Ukraine pour les 3 prochains mois. On n'est pas... Donc bon, on verra ce qu'il en est de la défense européenne. Mais sur l'impact sur vraiment les marchés, je crois qu'il y a effectivement une émission solidaire européenne, ça pourrait être pas mal. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Sur la croissance, je ne pense pas que ça va faire une grosse différence. Par contre, effectivement... Investir dans le secteur de la défense, ce n'est pas forcément très productif derrière pour la croissance, pour élever le niveau de croissance potentielle d'une zone comme l'Europe. C'est trop petit ça reste trop petit. Il y a peut-être des choses qui vont arriver, ça arrive, mais enfin, c'est des choses... C'est ultra difficile de... Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses, et les investisseurs, c'est leur métier de faire ça, d'imaginer, d'extrapoler... Enfin, bon, très concrètement, non, c'est pas évident que multiplier par 2 la production de canons César ait fait beaucoup d'innovation, je ne sais pas. Peut-être dans les drones, mais enfin bon, on est quand même des grosses économies, donc je suis pas sûr que ça change énormément. Bon, par contre, des chiffres importants, la politique, c'est important, il n'y a pas que les marchés. Mais pour ce qui est des marchés financiers, c'est pas évident le rôle que ça va avoir. C'est vrai que sur la question qui avait été abordée, je suis d'accord, sur cette idée de la consolidation budgétaire. C'est vrai qu'elle recule un peu et donc on se sent un peu plus à l'aise. Au moins, on va arrêter de se taper sur le doigt, ce qui fait quand même du bien. Du coup, la BCE n'est pas le seul soutien. C'est un meilleur équilibre. Bon, ça explique en partie pourquoi effectivement les taux européens résistent. L'euro remonte, qui peut sembler assez contre-intuitif si on imagine que l'histoire principale, c'est les droits de douane. Donc, il semble qu'il y ait effectivement plein de choses simultanément et qu'on ne soit pas dans un monde toutes choses égales par ailleurs et que tout avance simultanément. Après, pour la poursuite vraiment de la hausse en Europe, il faut voir les preuves concrètes que l'économie européenne est en train de redémarrer, que les PMI manufacturiers, effectivement, ont fait leur point bas et continuent de progresser, que les services tiennent et surtout que le marché du travail en Europe, notamment en Allemagne et en France, qui sont un peu fragilisés, tiennent le coup. Et cette histoire, elle est en péril aujourd'hui Il faut surveiller parce que pour l'instant, il n'y a que la baisse des taux qui monte un petit peu et l'environnement est quand même assez adverse. Donc je pense que c'est assez juste quand même. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que cette semaine, ça va être intéressant, la réunion de la Banque Centrale Européenne. Et quand même, ils vont toujours rester, à mon avis, le soutien qu'ils ont été jusque-là, même si on peut débattre, on se rapproche du R-Star, quel que soit... les spécialistes en débattront. Voilà, savoir où est le R-Star. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs
un débat ultra intéressant, mais dans le fond, parce que je ne sais même pas s'il en existe vraiment un Airstar, mais bon, ça fait partie de se faire une vague idée de où on en est. Mais pour l'instant, la BCE va continuer effectivement de soutenir. C'est la seule source de tangible. Ouais, tangible de bonnes nouvelles. La question politique est importante, mais son rôle sur les marchés, je me sens plus marginal. Bon. L'effet de signal, c'est quand même toujours quelque chose. Et puis, il y a aussi l'Allemagne de Friedrich Merz. On verra bien, effectivement, comment les choses tournent avec les négociations de coalition. Mais il y a quand même un appétit ou une volonté affichée de ne pas être en reste non plus sur le soutien à la défense, les dépenses d'infrastructure, etc. La réforme du debt break. Et puis, il semblerait, ce que l'on entend, c'est qu'il y a une meilleure entente entre Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. Avec Olaf Scholz. Ouais. On verra. À l'épreuve du pouvoir, comment tout ça évolue. Sur les banques centrales, oui, finalement, moins de divergence que prévu entre la BCE et la Fed cette année. Là, le marché reprice 3 baisses de taux de la Fed, là, désormais, cette année, Florian. Oui. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet environnement, c'est que le marché se met à anticiper une détérioration de la croissance aux États-Unis. Et c'est ce qui crée, c'est ce qui retire une partie de la pression sur le dollar. Mais maintenant, mettons-nous dans les chaussures de la BCE. Une bonne façon de limiter l'inflation, c'est de faire progresser sa monnaie, de laisser sa monnaie progresser. Donc, quelque part, ce que Scott Bessent, l'administration Trump, globalement, sont en train de faire, c'est peut-être de filer un petit coup de main, un petit coup de coude à la BCE pour lui permettre de continuer à opérer ces baisses de taux sans pour autant voir l'euro reculer et se mettre à importer de l'inflation. Moi, c'est une thématique que j'aime bien. Et puis, je me dis en même temps, puisque la BCE semble avoir été instrumentale dans le fait que nous, on capte cette amélioration cyclique en Europe dans nos propres indicateurs. Alors, ça se confirme. Ça a l'air de se confirmer. Il n'y a pas de rupture par rapport à ce narratif-là. Pour l'instant, on est dans ce narratif-là, on aime bien ce narratif-là, on voit l'opposé aux États-Unis d'ailleurs. Aux US, on a vraiment un mouvement opposé, mais en tout cas en Europe, on voit cette amélioration. Donc tout ce qui peut permettre à la BCE de continuer cette séquence de baisse de taux, avec l'espoir évidemment qu'elle entraîne les taux longs avec, ce qui pour le moment n'a pas été très clair en tout cas, va participer en fait à cette poursuite de la relance globale. On en a déjà parlé la fois d'avant, mais c'est tout bête, dans 2023 et 2024, on a à peu près 70% des économies mondiales qui ont ralenti. Les US étaient exceptionnels. On n'était pas dans un cycle exceptionnel. C'est juste qu'on a une majorité de pays qui étaient en décélération. Et cette majorité de pays, elle est aujourd'hui en réaccélération. On a une reprise. On n'a pas eu de récession. On a une reprise. La question, c'est est-ce qu'on peut casser cette reprise-là ? Et c'est cette reprise, je pense, qui alimente beaucoup l'appréciation qu'on peut avoir justement de ces actions qui ont été délaissées, et pas le stock 50 mais le stock 600 en fait, c'est-à-dire un grand nombre d'actions européennes qui aujourd'hui on le vend en poupe, le retour sur le devant de la scène des émergents plus timides mais qui devraient également participer de cette tendance-là pour nous. La grande question c'est est-ce qu'on peut voir ça, est-ce qu'on peut avoir une tendance comme ça qui se poursuit en ayant aujourd'hui aux États-Unis quasiment 60% des données qui sortent qui sont négatives, qui donnent des signes de détérioration. Je reviens un peu à la question de départ, parce que pendant ces années d'exceptionnalisme américain, où effectivement la dynamique de la croissance mondiale était masquée par l'exceptionnalisme américain, le monde ralentissait, mais les États-Unis accéléraient, les marchés boursiers se sont envolés. Est-ce qu'on peut avoir des marchés boursiers qui continuent de progresser quand on est dans le schéma inverse, où c'est les États-Unis qui ralentissent et le reste du monde qui réaccélère ? Est-ce que c'est kiff-kiff ou est-ce que c'est quand même une situation différente du point de vue notamment des indices boursiers ? Alors, les marchés qui caracolent sur la période, essentiellement une zone, parmi cette zone-là, un secteur, parmi ce secteur-là... Mais c'est monté jusqu'à 70% du MSCI World, c'est ça ? Clairement, très grosse concentration. Maintenant... je pense qu'il faut vraiment faire une grande différence dans ce monde de l'investissement passif entre ces grands indices tels que l'indice MSCI, pour ne pas le citer, et les indices locaux qui aujourd'hui vraiment on le vend en poupe. D'accord. Et on voit bien, on voit assez bien au quotidien que ces tendances restent fermes. Dans nos screenings de tendance, on a un dashboard de tendance qu'on reçoit tous les matins dans nos boîtes mail. Ce dashboard de tendance, il est clairement toujours très positif sur les actions. Il est notamment positif sur les actions européennes et les actions émergentes globalement. Et ça, c'est un message qu'il faut aussi savoir entendre. Pour arriver à contrebalancer, à renverser ce mouvement-là, il va falloir une détérioration plus forte des earnings, de la perception des earnings globale. Maintenant, cette détérioration, elle se perçoit clairement aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les taux baissent et les actions baissent en même temps.
C'est-à-dire que normalement, jusqu'à présent, quand les taux baissaient, ça a plutôt une force de soutien aux actions au travers d'un effet de duration, un effet de discount factor. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Les taux baissent et les actions baissent avec. Bon, donc je comprends. Tout le monde a rebalancé un peu sur l'Europe, c'est ça. Enfin, c'est un peu le sens du marché aujourd'hui. Sur les taux, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on achète du 10 ans américain aujourd'hui à 4,10, à 4,15? Est-ce que le sens du voyage est de voir un 10 ans américain beaucoup plus bas encore, ou est-ce qu'on a déjà consommé une bonne partie de la baisse? Alors, rapidement, Florian. Je vous donne rapidement la réponse de mes collègues du Fixed Income, ce sera encore plus simple. Eux, ils continuent d'apprécier le Bund, ils continuent d'apprécier le l'OAT. D'accord. Ils s'attendent à ce que la BCE coupe ses taux de façon en fait, assez rapide et entraîne les taux longs avec eux. Oui, les taux européens sont montés avec les taux américains. Les taux américains ont baissé, ont laissé les taux européens à des niveaux élevés. C'est clair aujourd'hui. Mais ce qu'ils anticipent, c'est que justement... Les taux européens vont rejoindre les taux, enfin, vont rejoindre la dynamique des taux américains. Un portage supérieur, une pente supérieure, tout ça va nous amener progressivement à des rendements qui pourraient être supérieurs d'ici la fin de l'année. D'accord. Pierre? Sur l'équilibre, un peu de... Oui, sur l'équilibre. Non, mais encore une fois, on a quand même vraiment beaucoup plus de visibilité sur l'Europe. Franchement, la BCE, c'est complètement tracé. La Fed, je pense que ça doit être vraiment très compliqué pour la Fed de rester indépendante avec ce maelstrom et cette tornade d'informations. Je voulais ajouter un truc qui est un peu tiré par les cheveux. Je pense que la CSRD et le package Omnibus, c'est quand même un signal que l'Europe peut revenir sur une réglementation qui est visiblement, aurait pu être étouffante et qu'elle laisse le marché s'autoréguler. Et ça, en fait, comme signal psychologique, je trouve que c'est vachement intéressant. J'entends. Parce que l'arrivée de Trump a fait qu'on est revenu sur tout un tas d'indicateurs qui étaient obligatoires et donc on a rajouté du pragmatisme. Et ce pragmatisme de reporting, c'est quand même une vraie nouveauté Pour l'investisseur global, c'est un signal qui ne passe pas inaperçu. Pour les marchés financiers et pour l'impact sur les résultats des entreprises, parce que c'est quand même des coûts très lourds. Je trouve que ce plus de pragmatisme quant à la finance verte ou la finance durable, et en tout cas la preuve, parce que en fait, bien sûr, les entreprises ont des actions de durabilité, mais cette preuve et ce reporting obligatoire qui nécessite beaucoup d'investissement, je trouve que laisser le marché évoluer tout seul, c'est un signe de pragmatisme qui est vraiment salutaire. D'accord. C'est une respiration bienvenue. Exactement. Et je trouve que en termes de psychologie sur les marchés, ça offre quand même beaucoup plus de visibilité. On se disait, oui, on n'arrête pas de réglementer, on a passé 17 000 réglementations en Europe comparativement aux États-Unis. En fait, ce retour en arrière, c'est peut-être un retour en arrière, mais moi je trouve que psychologiquement, c'est plutôt assez salutaire. Donc c'est vrai qu'on a un environnement plutôt pragmatique en Europe. Go Europe, bien sûr. Et alors sur les États-Unis, moi j'ai quand même très très peur du break-even. Franchement, parce que là, on n'arrive pas à quantifier. Donc l'équilibre d'inflation. C'est-à-dire que si on est dans une stratégie de l'échec de Trump, économique de Trump, ça veut dire qu'on va avoir une croissance moins forte avec de l'inflation. Donc stagflation, quoi. En gros, Okay. Et donc j'ai du mal à voir comment le taux 10 ans il est achetable à ce niveau-là. Bon, sur l'équilibre en matière d'allocation qui vous intéresse chez Dorval aujourd'hui, il y a du court terme, donc en pur court terme, effectivement, c'est plutôt un retour au neutre, quelques puts par-ci par-là quand même. Un peu de protection, Un peu de protection, D'accord. parce que c'est quand même un moment effectivement qui peut être un peu compliqué, que le marché européen fait extrêmement bien, les banques, on en a parlé plusieurs fois. Plus 30 déjà depuis le début de l'année. C'est un de nos secteurs favoris, c'est logique aussi que ça consolide un peu, et quand ça arrive, c'est assez violent, il faut reconnaître, donc là aussi, prise de bénéfices également. Après, sur la partie obligataire, le problème, c'est que les taux longs européens, le Bund, en termes de valo, ça reste quand même pas une super affaire. S'il y a 2% d'inflation, il n'y a pas grand-chose à gagner là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais bon, on achète plutôt du mid-curve, 3, 4 ans, 5 ans. L'idée, que les taux, effectivement, se loquer avec des taux au-dessus de 2%, ça nous va. Et puis, quant aux États-Unis, on a un peu le doute. J'avoue que là, on est tenté, parce que là, la valo, pour le coup, elle est intéressante. Mais c'est vrai que la situation globale est assez fluide, d'un point de vue... Le risque de voir les taux repartir à la hausse, c'est un risque quand même qui... il y a une volatilité un peu désagréable. Qui amène de la prudence, quoi. Il y a une volatilité désagréable sur les taux longs. On n'a pas peur de la Fed, mais c'est pas évident que le Doge fera le job. Oui. Bon, on va suivre ça. Ça fait 43 jours, c'est ça, Pierre? Vous avez compté le nombre de jours? Il y en a beaucoup encore.
jusqu'à la mais fin il y a du les- mandat. non, mais, Oui, il y a les midterms. attention, Non, oui, bien attention sûr. aux Ça va midterms. vite. Le temps politique et le capital politique peut filer très très vite. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre Bismuth, Myria Asset Management, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Florian Rielpo, Lombardier IM.